Des moyens nécessaires seront mis à la disposition des forces de défense et de sécurité de la région du Sahel afin qu'elles puissent mener convenablement leur mission. Assurance faite hier par le ministre d'État, ministre en charge de la sécurité, qui a échangé avec elle. Simon Compaoré s'est rendu par ailleurs sur le site d'Ordessakan pour s'imprégner des conditions sécuritaires sur ce site. Dans cette édition, nous parlerons largement des pesticides. Leur usage ne cesse de prendre de l'ampleur au Burkina Faso et pourtant les conséquences de l'utilisation des pesticides sont nombreuses. Mais comment combattre ce phénomène quand on sait que la réglementation irrelative présente des insuffisances? Un autre phénomène auquel le Burkina Faso semble avoir trouvé la solution, c'est le phénomène des sachets plastiques non biodégradables. Depuis 2014, la décision a été prise de les remplacer par des emballages dits biodégradables. Ça semble effectif, même s'il est encore difficile de vérifier la qualité de ces nouveaux types d'emballages. Voilà pour la une de ce grand 20h sur la RTB. Bonsoir et merci de nous suivre. Le ministre en charge de l'énergie veut s'assurer que les réalisations électriques seront prêtes à temps sur les sites du 11 décembre 2016 à Kaya. Il s'est rendu sur ce site hier samedi en compagnie des responsables de la Société nationale d'électricité du Burkina. Alpha Oumar Dissa a par ailleurs visité les postes de transformation électrique de Kaya et Signari. On fait le point de ces visites avec Urbe Benito Soumé et Adama Koulibaly. Nous sommes ici sur les sites de la Cité des Forces vives de Kaya, devant accueillir les hôtes pour la fête du 11 décembre prochain. Le ministre en charge de l'énergie, en compagnie des responsables de la Sonabel, sont venus constater l'effectivité des travaux engagés pour la disponibilité de l'électricité. Nous voulions donc venir au parfum des réalisations pour voir qu'est-ce qui est réellement fait. Est-ce qu'au niveau de la Sonabel, on est vraiment prêt pour accorder l'ensemble des installations en partant donc des habitations comme des infrastructures qui vont abriter donc les activités du 11 décembre. Et selon le premier responsable de la Sonabel, le réseau de distribution est déjà en place pour faire face aux différentes attentes. Puis un détour par le poste de transformation de Kaya qui devrait acheminer l'électricité vers Dori. Vous savez que Dori rencontre ces derniers temps beaucoup de difficultés en termes de fourniture d'électricité. Donc il était important pour nous de venir vérifier que les travaux sont en voie en tout cas d'être terminés. Et nous avons vu effectivement que les différents postes de transformation sont presque en place. Et les pylônes et les poteaux sont déjà installés. Donc il reste maintenant les câbles qui vont passer. Nous pensons effectivement que d'ici la fin d'année, Kaya va pouvoir être raccordé donc à Dori. À Zignari, le ministre et sa délégation ont également visité le poste de transformation qui achemine le courant électrique depuis Ouagadougou vers Kaya et Ziga avant de s'entretenir avec les agents. Vous arrivez souvent à 2 h du matin, à 3 h du matin, à avoir des agents qui sont donc perchés sur des pylônes pour dépanner soit un poste transformateur ou une ligne qui est en panne. Donc le travail est très énorme et les difficultés aussi sont énormes. Mais au-delà de tout ça, il faut que nous travaillions à ce que la population sache ce qui se passe. Les volets production et transport devront être libéralisés dans le cadre de la CEDEAO. La raison sociale de la Sonabel, selon le ministre, sera la distribution, d'où la nouvelle dynamique pour faire de cette structure une entreprise qui puisse apporter beaucoup à l'économie nationale. Le ministre en charge de la sécurité a échangé avec les forces de défense et de sécurité de la région du Sahel. Des échanges qui ont permis à Simon Compaoré de connaître les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Il les a rassurés que des mesures seront prises pour lever ces difficultés afin que les forces de défense et de sécurité puissent accomplir convenablement leur mission. La rencontre a eu lieu hier samedi et le reportage est de Yambana Koulma et Seyidouzon. Le ministre d'État en charge de la sécurité face aux forces de défense et de sécurité de la région du Sahel, Simon Compaoré, dit être venu les encourager pour le travail abattu. Et aussi leur dire nos attentes et leur rappeler que nous sommes sur le coup de la mobilisation des moyens qui permettent de les accompagner dans l'exécution de leur mission sur le terrain. À cette rencontre, il a aussi été question d'échanger sur les préoccupations des forces de défense et de sécurité de la région du Sahel. Ici, les préoccupations sont essentiellement le problème d'effectifs, le problème de moyens et des équipements et le problème de logistique et aussi d'infrastructure parce qu'il y a
Il y a des camps qui sont décoiffés, notamment pour le camp de la CRS. À toutes ces préoccupations, le ministre d'État en charge de la sécurité dit avoir pris bonne note. Il rassure que l'État jouera sa partition afin que celle-ci puisse mieux exécuter leur mission sur le terrain. Et la sécurisation des sites miniers est l'une des priorités du gouvernement burkinabé. Après la rencontre avec les forces de défense et de sécurité de la région du Sahel, le ministre d'État Simon Compaoré s'est rendu à la mine d'or de Sakane. Objectif de cette visite, s'imprégner des réalités du terrain afin de mieux sécuriser cette mine. On en sait davantage avec Alexis Ouedraogo et Bernard Diassou. Le ministre d'État, ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré est ici à Essakane pour encourager les responsables de la société minière Ayam Gold et aussi pour témoigner aux travailleurs que l'État central veille sur leur sécurité. À huis clos. Avec la direction générale de la mine, le ministre d'État a eu droit à la présentation de la mine et une visite de la fosse d'où le minerai est extrait. Nous avons constaté les besoins en matière sécuritaire. Une fois de retour à Ouagadougou, nous allons avoir une réunion pour mieux affiner nos méthodes, notre dispositif pour être plus efficace. Ayam Gold Essakane est exploité depuis 2010 et constitue le plus important employeur du privé au Burkina, avec 2226 emplois directs en 2015. 95% de ces travailleurs étant des nationaux. De 2011 à 2015, la contribution de la mine de Sakane à l'économie du Burkina se chiffrait à 237 milliards de francs CFA. Pour les responsables de la mine, cette visite témoigne l'encouragement et l'accompagnement de l'État. Je suis très content de voir tous les collaborateurs qui sont ici avec le monsieur le ministre pour discuter des dossiers de sécurité et en même temps lui montrer et expliquer un petit peu comment fonctionnent nos opérations et notre réalité sur le terrain. Donc, nous sommes très encouragés par sa présence aujourd'hui. Au Burkina, on dénombre plus d'une vingtaine de sites miniers et ces sites contribuent énormément à l'économie du pays tout en réduisant le chômage des jeunes. Dans l'actualité également, la 38e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA s'est achevée hier dans la capitale burkinabé. A retenu des travaux de cette session l'adoption du budget au titre de l'exercice 2017 de ce comité. Des recommandations et pas des moindres ont été formulées à l'endroit des 8 pays membres de l'UEMOA. Ces recommandations sont relatives aux élections et au dialogue politique dans ces pays. Des précisions avec Amadou Ilbouro et Yolande Lompo. Aux côtés de la CEDEAO et de l'Union africaine, le comité interparlementaire de l'UEMOA contribue au renforcement de la paix et de la sécurité. À l'issue de la clôture des travaux de sa 38e session ordinaire, il a été demandé aux 8 États membres d'impliquer toutes les forces vives dans le processus des réformes constitutionnelles. Nous sommes penchés également sur plusieurs rapports de mission, principalement les missions d'observation du CIP pour les élections présidentielles et législatives dans certains pays comme le Niger et le Bénin. Le CIP a également mené dans le CIP une mission en juin dernier en Guinée-Bissau, toujours pour tenter de ramener la paix de ce pays. En Suisse, les pays membres devront travailler à instaurer un dialogue ouvert pour préserver la paix. Il y a également eu un texte sur le fichier électoral. Et à cet effet, il faut aller vers un fichier électoral stable, donc un fichier qui puisse prendre en compte les déclarations de naissance. La Côte d'Ivoire assure actuellement la présidence du CIP. Une présidence tournante dont l'objectif est de permettre aux élus du peuple de toucher du doigt les programmes et les projets exécutés par l'UEMOA et d'être à l'écoute des populations. Prenons à présent les nouvelles de la campagne agricole dans les hauts-bassins. Le ministre en charge de l'agriculture y était en tournée pour constater l'évolution de cette campagne et encourager les producteurs. Le ministre s'est rendu également au centre agricole polytechnique de Matourkou pour encourager le personnel qui y travaille. On fait le point de ces visites avec Drissa Traoré et Amadou Lougué. L'exploitation agricole d'Etienne Sanou, 10 hectares à Tolontoma, 25 km de Bobo-Dioulasso, sur l'axe Bobo de Dougou. Ici, le centre d'intérêt, la diversification de la production, une pratique culturelle qui produit ses résultats. Cette année-là, mon besoin, si je gagnerai 5 millions, ça va suffire.
Actuellement, il est en train de récolter le piment, sur lequel, dans son compte prévisionnel, il doit avoir 1 200 000. La tomate, 3 millions, et il a commencé à récolter. Imaginez-vous, il prend cet argent et il réinvestit dans la même campagne. C'est une très bonne chose. Autre site visité, le champ de maïs de Basiaka Dao, 30 hectares emblavés à une dizaine de kilomètres de Kwakwale dans le Oui. Nos difficultés dans la zone ici ne sont pas sécurisées, même si l'État a reconnu le droit des coutumiers sur les exploitations. On n'a pas de documents qui prouvent que ces exploitations nous appartiennent. Cap sur Maturkou, ce centre de formation et de perfectionnement qui met chaque année à la disposition du monde rural des centaines de techniciens. En 50 ans d'existence, l'école croule aujourd'hui sous le poids de la vétusté, mais l'État affiche son accompagnement. Au niveau de Maturkou, on a un plan de développement avec les Israéliens et puis avec les Allemands. Nous travaillons déjà à réorganiser tout l'espace avec la construction d'un amphithéâtre, avec une cité universitaire de 500 lits. Pas d'agriculture moderne qui tienne la route sans la recherche. Le savoir-faire des chercheurs burkinabés ici à Farokoba a retenu l'attention des visiteurs. Et la nouvelle trouvaille ici, c'est l'élevage des chenilles de karité, une technique mise au point par cet ingénieur. Notre objectif, c'est de pouvoir maîtriser la technique de l'élevage de masse que par la suite, nous allons former les transformatrices pour élever l'insecte à grande échelle, le transformer et commercialiser, sinon même exporter au-delà de nos frontières. Au terme de sa tournée, le ministre Jacob Ouedraogo a rencontré ici à Bobo-Dioulasso les structures techniques et les organisations paysannes de la région. Ici, le message du chef de département se résume en une phrase. Il faut taire vos divergences et faire en sorte que la région des Hauts-Bassins continue de conserver sa place dans le concert des zones à grande production agricole au Burkina Faso. Et pour améliorer le rendement agricole, les producteurs adoptent de plus en plus de nouvelles techniques de travail. Sur les espaces cultivables, on retrouve des techniques comme les diguettes anti-érosion et les demi-lunes. Ces techniques sont adaptées aux zones où les sols ne sont pas riches et aux zones à faible pluviométrie. Voyons l'impact de ces techniques dans 2 localités, à savoir Goursi et Yako, dans la région du Nord. Et c'est dans ce reportage signé Irénée Kabouré et Moussaki. Goursi et Yako, 2 localités de la région du Nord avec une même réalité de sol naturellement non propice à la production agricole. Des champs au pied des montagnes pleins de cuirasses et à certains niveaux raclés par le ruissellement des eaux de pluie. Voici ici les 2 réalités de la saison. L'une indique sur nos sols que vous voyez. Ça nous permet de faire face au ruissellement des eaux de pluie et de là avoir de bonnes récoltes pour nourrir nos familles ici à Yako. Les diguettes anthrosis constat aligné de pierres en plusieurs rangs autour d'un. Quant aux 2 lunes, les paysans creusent le sol et enlèvent la partie cuirasse. Le trou prend la forme d'une demi-lune. Ils viennent ensuite mettre de la fumure organique avant de s'aimer. Ces ouvrages permettent de freiner la vitesse de l'eau pour amoindrir les eaux de pluie. Du même coup, permettre une bonne filtration de l'eau du sol et bon stockage d'humidité de la matière organique et des minéraux. Les facteurs sont très essentiels dans l'action végétale. Les diguettes et les demi-lunes que vous voyez permettent de retenir l'eau, la fumure dans le champ. C'est grâce à ces méthodes que j'arrive à avoir une récolte. Toute personne passe ici, apprécie le travail et s'encourage à aller là. À ces différentes méthodes de récupération des sols, Goursi et Yako arrivent à s'en sortir dans la production agricole. D'un sol témoin qui n'a pas reçu cette technologie et un sol qui en a fait par cas. En termes de production, annuellement, et toute éclatation fondue, on a une production de plus de 80 000 tonnes. En plus des diguettes, érosion et des demi-lunes, certains paysans ont adopté la technique du zaï qui consiste à concentrer l'eau et la fumure dans des micro-bassins où les graines sont semées. Autant de techniques agricoles qui constituent aujourd'hui une solution à la dégradation des sols cultivables et dont leur vulgarisation permettra aux producteurs du Burkina d'accroître leur rendement.
Des méthodes culturelles qui sont donc en pleine révolution au Burkina Faso. Aujourd'hui, le constat est que de plus en plus les paysans ne veulent plus utiliser la daba. Sur beaucoup de champs, il n'y a pratiquement plus de labou, les cultivateurs préférant utiliser les pesticides. C'est un phénomène en vogue et il n'est pas sans conséquences sur la chaîne alimentaire. Une de nos équipes est allée faire le constat dans la province de la Sicile. Le reportage de Paul David Bambara et Draman Guédé. Au milieu de son champ de Léo, Mokhtar Yago laboure autrement son périmètre. C'est la nouvelle méthode culturelle en vogue ici dans la Sicile. Tuer le couvert végétal à l'aide de pesticides et s'aimer à la suite. Pas pour justifier le bien fondé de cette utilisation massive des pesticides. J'ai semé du petit mil au moins un demi de l'autre côté sans traiter. Mais jusqu'à présent, il y a trop d'herbe. Il y a du niébé que j'ai traité et puis cultivé avant de semer. Ça, le terrain est propre. Je n'ai même pas besoin de refaire un travail là-bas. Ça reste à récolter seulement. Utilisateur convaincu de pesticides, Mokhtar a pulvérisé cette surface de 4 hectares et semé du niébé. Pour la suite de son travail, il a en face de lui le service de l'agriculture et de celui de l'environnement. Séance de sensibilisation. Quand vous pulvérisez, l'eau de ruissellement emporte les déchets là dans les barrages et ça cause préjudice aux animaux qui vont abreuver et même les hommes parce qu'il arrive souvent que vous buvez des... Mokhtar la charge avec d'autres arguments. Il se ravitaille au marché le logo. Mokhtar n'est pas et c'est occasionner une contamination. Aussi, il est toujours bien de se référer aux services techniques pour avoir des conseils, pour pouvoir faire une application sans porter dommage à son alentour. Au départ, les pesticides sont autorisés au Burkina dans la production du coton. Mais les choses ont évolué. Les paysans utilisent les pesticides dans toutes les spéculations, donnant aujourd'hui du fil à retordre aux défenseurs de l'environnement. L'utilisation de ces pesticides est devenue une pratique commune à toutes les régions du Burkina Faso. Les pesticides et les herbicides permettent de protéger les semis contre les ravageurs selon les utilisateurs. Malheureusement, les producteurs ne savent pas toujours les dangers que représentent ces produits chimiques. Constat dans le Gourma avec Emi Douamba et Mahamadzi Ouedraogo. Dans les champs et autres exploitations agricoles, l'utilisation des produits phytosanitaires tels les pesticides et les herbicides est une réalité à Fadangourma. Selon certains agriculteurs, cette pratique permet d'alléger leur travail. Quand on met ça, très facilement les herbes meurent et ça permet aussi les semis de pouvoir avancer jusqu'à ce qu'on ait l'occasion pour pouvoir maintenant désherber encore le sang. Et ça nous donne en tout cas assez d'opportunités de pouvoir vaquer à d'autres préoccupations. Sur le marché, c'est toute une panoplie de produits chimiques qu'on retrouve chez les vendeurs. Chaque produit avec ses dosages qu'on peut conseiller la personne d'aller faire. Si on te conseille, tu pars faire ce qu'on vous a dit, ça réussit. Mais si tu fais moins que ça, soit plus que ça, ça peut amener des problèmes. Dans ces champs, bon nombre de producteurs ne respectent pas les doses prescrites. C'est 2 hectares. Donc, en gros, on a utilisé 4 bidons d'herbicide d'1 litre. Donc, ça fait 4 litres pour pouvoir tuer complètement les herbes. Là, voilà pourquoi on a surdosé, quoi. Le non-respect du mode d'utilisation des pesticides a des effets néfastes sur les semis. L'utilisation des produits phytosanitaires constitue également un danger pour l'environnement. Si la personne n'a pas respecté les consignes, ce qu'il a sémé là, ça ne va pas sortir. De plus aussi, ça peut sortir et remourir. Il y a la microflore qui est dans le sol, il y a la microfaune qui est dans le sol. Donc, l'usage de l'herbicide à long terme, effectivement, va dégrader le couvert végétal sur le milieu. En rappel, en ces débuts du mois d'août, une dizaine de bœufs sont morts dans la commune de Fadangourma. Et en attendant les résultats du laboratoire national d'élevage,
Les hypothèses émises laissent penser à une intoxication de ces animaux. Et puis cette question, que dit la loi sur ces pesticides qui inondent les marchés au Burkina Faso? L'importation, la vente et l'usage des pesticides sont réglementés par une loi datant de 1996 qui institue leur contrôle. Et cette loi dit qu'il faut avoir un agrément pour importer et vendre des pesticides homologués dans l'espace SILSA. Malheureusement, cette loi ne prévoit aucune sanction pour les contrevenants. Plus de précisions avec Nongba Kouda et Draman Guéné. Des pesticides en vente au marché et même aux abords des routes. Le phénomène est à un niveau jamais égalé au Burkina. Nous avons une panoplie de produits qui ne sont pas homologués sur le marché national. Et généralement, c'est des produits qui sont très violents, sont très polluants et qui ont une grande rémanence. Et c'est des produits que nous ne consommons pas du tout aux acteurs. Pourtant, selon la loi de 1998 instituant le contrôle des pesticides, ne vend pas ces produits toxiques qui veut et ne les applique pas non plus qui veut. Au Burkina, nous avons aujourd'hui à peu près 500 à 600 acteurs qui ont cet agrément. Vous avez, n'est-ce pas, l'agrément pour importer ou exporter les produits. Vous avez un agrément pour formuler ou reconditionner les pesticides. Vous avez un agrément pour les vendeurs grossistes. Vous avez un agrément également pour les vendeurs détaillants. Vous avez un agrément pour les applicateurs prestateurs. Comme une traînée de poudre, la vente et l'utilisation des pesticides ont contaminé l'environnement paysan dans son ensemble. Raison principale, la loi de 1998 est victime de ses propres insuffisances. La loi de 1998 ne prévoit pas de sanctions. Cela fait que quand nous interceptons, n'est-ce pas, des fauteurs, nous n'avons pas, n'est-ce pas, de sanctions, on n'applique pas de sanctions. Ça fait que ce n'est pas dissuasif. Nous sommes en train de relire, n'est-ce pas, pour prévoir des sanctions. De toutes les façons, qu'ils soient homologués ou frauduleux, les pesticides sont le dernier recours pour lutter contre les nuisibles, les ennemis des cultures, au risque de polluer à jamais notre cadre de vie, avec ses conséquences, dangers sur l'homme, sur les animaux et même sur les végétaux qu'on cherche à protéger. Voilà, la loi sur les pesticides date de 1998 et non 1946, comme précédemment dit. Et pour en savoir davantage sur ces pesticides, nous recevons le docteur Oussini Ouedraogo. Il est spécialiste des questions environnementales et enseignant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Kaoui. Merci d'être là pour nous parler donc de cette question. Est-ce que de nos jours, on a vraiment une idée réelle de l'ampleur de l'utilisation de ces pesticides-là au niveau national? Merci, Madame. Bon, pour une question de quantité, nous, à l'université, nous ne disposons pas de quantité. Mais ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que l'agriculture aujourd'hui est devenue une affaire de pesticides. Partout, il y a les pesticides. Et parmi lesquels vous avez l'herbicide de Monsanto, qui est largement utilisé dans le monde, et bien sûr au Burkina Faso. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Alors, est-ce qu'au-delà de tout ce qu'on a entendu dans le reportage précédent, et vous, en tant que spécialiste des questions environnementales, quels sont véritablement les dangers liés à l'utilisation de ces produits-là? Bien, les pesticides, comme vous l'avez souligné, les agriculteurs l'utilisent pour améliorer leur production. Bien sûr, il y a les nutriments qu'ils utilisent, les NPK et autres, pour apporter des nutriments aux plantes. Mais comme il y a des ravageurs, il a fallu, depuis les années 60, apporter des substances chimiques pour justement se débarrasser de ces ravageurs-là. Maintenant, ces substances-là se retrouvent dans l'environnement, que ce soit sur le sol, dans l'eau et même dans l'air, et perturbent tout ce qui est être vivant, la vie tout court. On a certainement parlé de leur toxicité, et notamment l'affaire du cancer. Tout le monde sait qu'à la longue, les pesticides peuvent entraîner des cancers. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que dans les 10 dernières années, on s'est aperçu que beaucoup de pesticides pouvaient s'interférer dans le système de reproduction, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Et là, ce n'est plus une question, c'est une question d'opportunité. Par exemple, sur les femmes enceintes, si vous vous exposez à ces pesticides-là pendant la période de la gestation, l'enfant encourt de sérieux problèmes. On a l'actualité présente aujourd'hui en Amérique latine avec Zika. On accusait bien sûr le virus Zika d'être
à la base des microcéphalies qu'on a observées, la presse en a fait largement écho, mais aujourd'hui, il ressort que c'est un pesticide qu'on a utilisé contre les larves de moustiques, et ce pesticide qui n'est pas dégradé se retrouve dans l'eau de boisson. Les femmes qui ont utilisé cette eau de boisson, effectivement, sont exposées, les enfants sont exposés. Donc, la question de la perturbation endocrinienne est capitale, qu'il faut aussi souligner. Alors, c'est un phénomène grave au regard donc, de tout ce que vous venez de dire, mais on a l'impression qu'on ne s'en inquiète pas. Comment vous expliquez cela? Bon, on ne s'en inquiète pas. Personnellement, je pense que c'est à plusieurs niveaux. Si vous prenez le cas des agriculteurs, il est évident qu'il y a une question d'éducation environnementale qui manque ici. Ce n'est pas notre culture d'utiliser des substances chimiques. On les a adoptées. On ne comprend même pas. Hein? Vous voyez les pesticides, on les utilise, on jette même le pot juste à côté. On ne prend pas soin. Il revient aux services compétents d'encadrer davantage ces paysans pour les former, pour les sensibiliser à cette question. Maintenant, au niveau du gouvernement, il y a beaucoup de choses à faire. Les textes qu'on prend, c'est bien, comme vous l'avez souligné, mais comme l'avait souligné notre illustre professeur Joseph Kizerbo, on peut tordre le cou aux textes, ils ne vont pas crier. C'est ça le problème. Donc, je pense qu'on peut faire mieux en favorisant une éducation environnementale depuis la base, depuis la maternelle s'il le faut, mais aussi en favorisant une recherche beaucoup plus poussée au niveau environnemental. Je pense que ces questions trouveront en tout cas une solution. Alors, en tout cas, en attendant, les producteurs ont pris goût de l'utilisation de ces produits-là. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ils peuvent s'en passer réellement? Bien. C'est vrai, s'en passer, c'est trop dit. Si vous dites à l'agriculteur de laisser tomber effectivement les pesticides, moi j'en ai fait l'expérience quand j'étais sur le terrain l'an passé. Ils m'ont fait savoir que si jamais ils n'utilisaient pas ces pesticides-là, leur production, le rendement allait totalement baisser. Alors aujourd'hui, il faut peut-être leur convaincre qu'en fait il y a des méthodes alternatives. Il y a le compostage qu'on peut utiliser qui peut apporter le meilleur rendement, autant que l'utilisation de pesticides. On peut aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour les convaincre. Il faut d'abord les convaincre parce qu'ils ne sont pas convaincus. Ils sont intéressés seulement à leur rendement et les pesticides sont là pour apporter de meilleurs rendements. Personnellement, je me suis intéressé au glyphosate, qui est le Roundup de Monsanto. Je me suis intéressé à ça pas parce que, c'est vrai, la question des OGM, tout le monde dit qu'il faut des méthodes de précaution avant de les cautions, mais nous avons pensé que l'on peut faire de la recherche fondamentale pour montrer que le type d'arrosage que l'on peut utiliser peut influer un peu sur les effets du Roundup et permettre un meilleur rendement. Bon, la recherche continue à ce niveau-là. D'accord, vous l'avez un peu évoqué, la réglementation sur la vente et l'exportation de ces produits a des failles. Est-ce que dans ces conditions, on n'est pas simplement désarmé face à ce phénomène-là? Je ne pense pas. On n'est pas désarmé, c'est une question de développement. C'est partout pareil. Ce n'est pas pour rien au niveau de la justice, il y a les affaires de Korluego présentement. Au niveau environnemental aussi, il y a la réglementation. Mais je pense qu'avec le nouveau pouvoir qui vient de s'implanter après l'insurrection, tout le monde a beaucoup d'espoir en pensant quand même. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cette loi qui jusque-là ne prévoit pas de sanctions pour les contrevenants? C'est vrai, comme je le disais, il faut des sanctions, c'est vrai, mais il faut d'abord éduquer. Il ne sert à rien de se précipiter sur des sanctions si l'intéressé n'a pas compris. C'est parce qu'il y a les produits que les gens les utilisent. Si on fait en sorte que ces produits n'arrivent même pas au Burkina, qui va les utiliser? Voilà le problème, plutôt que de sanctionner des gens. Voilà, merci Dr Ousseini Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions environnementales et enseignant à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Merci d'être passé à nous éclairer davantage sur les pesticides, leur usage donc par le monde paysan qui est en vogue au Burkina. Une précision que vous voulez donner? Bon, je voulais quand même ajouter, si vous le permettez, que la question des pesticides n'est pas isolée. Vous avez aussi la question, par exemple, des métaux lourds qui sont déversés par l'industrie minière dans l'environnement.
ça montre que la question de l'environnement requiert en fait une plus grande attention de la part de tous, surtout de la part du gouvernement. Personnellement, j'évolue dans le domaine de l'environnement. Je pense qu'il est temps, puisque l'environnement nous rend si bien par l'extraction donc de ces substances-là, que l'on s'en occupe mieux. Il est peut-être important que l'État crée par exemple ce qu'on appelle des chaires de recherche en environnement, où il y aura des équipes pluridisciplinaires, y compris l'administration gouvernementale, enfin les ministères, mais aussi surtout la recherche fondamentale, pour apporter des données. Parce que sans de la recherche fondamentale, toutes les réglementations que l'on fait sont basées le plus souvent sur des éléments qui ne sont pas réels. On prend des données d'ailleurs, on vient plaquer. Voilà. Merci docteur, on aura d'autres occasions pour revenir sur ce sujet assez intéressant. Merci. Et dans la suite de ce journal, on s'intéresse à présent à la solution trouvée par le Burkina Faso face au phénomène des emballages non biodégradables. Depuis 2014, la décision a été prise de remplacer ces emballages par ceux dits biodégradables. 2 ans après cette décision, le constat est que les emballages sont effectivement estampillés biodégradables, mais le sont-ils vraiment? Difficile de répondre à cette question quand on sait que le ministère en charge de la question ne dispose pas de moyens de contrôle. Kosun Koulibaly et Salissa Sanfo. Remplacer des plastiques qui résistent au temps jusqu'à 400 ans par ceux qui n'excèdent pas 5 ans de vie, les biodégradables. De 2014 à aujourd'hui, l'impact de la loi est constatable. Dans cette pharmacie, après l'achat de quelques comprimés, Rémi Ouedraogo est servi dans un sac plastique estampillé biodégradable. Depuis que la mesure a été prise, nos grossistes ont aussi pris la disposition de mettre à notre utilisation des sachets biodégradables. Donc, ce n'est pas cher. Bon, en termes de confort, nous savons qu'à travers l'utilisation de ces sachets, nous sauvons notre environnement. Pour Saïdou Tondi, depuis 1 an, il sert ses clients avec des sachets portant l'inscription biodégradable. Il ne sait pas trop ce que cela signifie, mais pourvu qu'on ne mette jamais fin à son gagne-pain quotidien. Nous étions vraiment désespérés avec la suppression totale des sachets plastiques. Maintenant que tous les sachets sont devenus des biodégradables, cela nous réjouit. Sur les sachets d'eau aussi, la même inscription. Même si certains font des nuances de vocabulaire avec des oxodégradables et des oxobiodégradables. Et tout cela réjouit le ministère en charge de l'environnement qui pense que c'est pari tenu. Mais dans toute cette symphonie parfaite, nous avons posé la question de savoir comment reconnaître un sac plastique biodégradable si ce n'est l'inscription. D'autant plus que pour ceux qui ne savent pas lire, rien n'a changé. Ce sont les mêmes sachets que nous utilisons depuis longtemps. Rien n'a changé. À vue d'œil, on ne peut pas faire la différence. Mais c'est pour ça que nous demandons à ce que chacun puisse demander les documents y afférents. On va dire que c'est plus les documents qui vont faire foi. Impossible de nous fier à nos sens. Et au ministère, on aurait commandé des machines pour la vérification. Et quand arriveront ces machines? Il faudra encore patienter 2 ans après la loi. Alors, croisons les doigts pour que ces machines arrivent un jour. Dans l'actualité également, les ressortissants de la province du Sanguier se sont retrouvés à Rio et c'était à l'occasion de la 14e édition du Forum des leaders du Sanguier. Une édition placée sous un thème relatif à la contribution de la diaspora au développement de cette province. Un thème décortiqué à travers des communications, des panels et des échanges directs entre ressortissants du Sanguier. On fait le point avec Jean Zongo et Maïmouna Traouri.
Diaspora et développement local. Les ressortissants du Sanguié, les résidents et les non-résidents en parlent. À cette 4e édition du Forum des leaders du Sanguié, ils se sont fixés pour objectif d'identifier les mesures douanes pour encourager, renforcer et pérenniser les investissements de la diaspora dans la province. Si nous voulons construire une nation Burkina Faso forte et prospère, il faut que nous commencions aussi par construire un terroir d'origine fort et prospère et uni dans notre diversité locale. La diaspora a besoin d'être organisée pour faire en sorte que justement cette contribution ne soit pas mal faite. Il arrive des fois qu'on ne sait pas trop sur quel plan on peut participer. À l'issue des échanges, les participants sont unanimes. La diaspora doit investir au pays par devoir de redevabilité. Aussi ont-ils décidé de la construction d'une cité de la diaspora dans chaque commune de la province. Des conclusions, ils retiennent également la nécessité d'une union sacrée entre les filles et les fils du Sanguié, l'instauration d'une communication entre la diaspora et les parents restés au village et la valorisation de la culture lila. L'État ne peut pas tout faire. Le vrai développement, celui qu'on maîtrise, celui qui est durable, il ne peut venir que des populations elles-mêmes. C'est une question de mentalité. Il faut arriver à changer les mentalités. C'est une question de responsabilité. Des palmes du mérite ont été décernées à 5 personnalités qui s'illustrent dans leur domaine d'activité et contribuent activement au développement de la province du Sanguié. Un mot de sport dans cette édition. En football, les étalons cadets sont éliminés de la CAN de leur catégorie prévue à Madagascar en 2017. Et ce, malgré leur victoire hier face aux Black Satellites du Ghana. 4-1 pour les étalons, mais une victoire insuffisante donc pour une qualification à la CAN des cadets. Amadou Ilpoudo, Jean-Modeste Ouedraogo. Les étalons cadets du Burkina Faso et Séraphin Dargani n'ont que leurs yeux pour pleurer à l'issue du match face aux Black Satellites du Ghana. Du regret, et rien que du regret, c'est le sentiment partagé au sein du groupe étalon, surtout après une belle victoire de 4-1, finalement sans saveur. Franchement dit, si on n'avait pas pris 5 buts, si on s'était peut-être arrêté à 3, peut-être qu'aujourd'hui là, on allait peut-être se rouler à terre pour créer une victoire. Mais dommage. Dommage qu'à l'aller, on a pris jusqu'à 5 buts. Et là, c'était difficile, la tâche était difficile. L'exploit était pourtant possible dans cette rencontre dominée par les Burkinabés. Salifou Diarra Souba ouvre le score à la 11e minute sur une remise de Mohamed Kafando. Le Ghanéen très à l'aise balle au pied pousse les Burkinabés à la faute. À la 26e minute, Eric Aya signe l'égalisation. Étalon KD 1, Black Satellite 1. À la reprise, Mohamed Aziz Ouedraogo et ses camarades montrent un nouveau visage. À la 47e minute, Mohamed Aziz Kafando est victime d'une faute à l'entrée de la surface. Lassina Traoré fait admirer toute sa classe. 2-1 pour les étalons cadets. Loin de s'enflammer, les garçons de Dargani continuent de pousser. À la 72e minute, Ismaël Zongo, entré en cours de jeu, reprend victorieusement cette balle. Le 3-1. Le mercure monte, le rêve est permis et les garçons de Dargani se déchaînent. Repoussé par le gardien. Le Burkinabé finira par arriver. À la 86e minute, sur coup franc, Jean-Noël Kientiga loge la balle au fond des filets. Étalon KD 4, Black Satellite 1. La flamme de l'espoir vient d'être allumée. Il ne reste plus qu'un but pour refaire le retard. Les cadets burkinabés courent vainement après le but du salut jusqu'au coup de sifflet final. Et c'est fini ici au stade du 4 août Mamadi Wena. Victoire des étalons cadets du Burkina Faso sur le score de 4-1. Mais les étalons cadets sont éliminés. Bonsoir Mami Wena. Bonsoir Nathalie. Alors vous êtes là pour d'autres actualités sportives. On va s'intéresser au basketball avec ce match entre le Burkina et le Niger. Match qui s'est joué hier. Oui, il faut dire que c'était des matchs amicaux parce qu'il y avait les dames aussi et les hommes. D'accord. Et hier au Palais des Sports, les étalons version féminine ont été battus par celle du Niger, le MENA, 73-60, mais les hommes ont pris la revanche des dames. Et les dames ont été vengées par les hommes qui sont imposés par 74-55 devant les Nigériens. Il y avait aussi du cyclisme, le Grand Prix cyclisme, le 7e de la SECNA, et c'est Karim Bonkoumou du SCK qui s'est monté le plus rapide et il remporte au sprint la course devant Aziz Balbonné de Tanadiz. Merci Mamadou Wena et rendez-vous demain au magazine de sport. Demain 21h pour développer toutes ces actualités. Merci et c'est la fin de ce grand journal là sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.